je vous propose après ces perspectives globales, cette vision globale qu'a bien développé Hervé Le Treut, je vous propose de revenir à notre échelle territoriale, puisque le titre de la conférence débat était lié à ce changement d'échelle depuis l'après-COP21 jusqu'à la déclinaison à l'échelle de la région. Donc, quelques mots d'abord pour commencer sur notre organisation en comité scientifique, voulu par le président de région, le président Alain Rousset. Donc, quand on a commencé ce travail en 2011, sachant que le livre qui est sur la droite de l'écran et qui est devant vous présenté a été initié en 2011 et qu'il est sorti en septembre 2013. Ce comité scientifique, à cette époque, entre 2011 2014, 2014, tant qu'on était sous l'ancienne mouture territoriale l'Aquitaine, à gauche, en haut, sur l'écran. Donc ce comité réunissait une quinzaine d'experts sous la présidence d'Hervé. Et ce travail a mobilisé quelque chose comme 163 rédacteurs et contributeurs. Donc c'est un travail collectif, scientifique, à l'échelle de l'Aquitaine, en impliquant les chercheurs qui travaillent sur différents aspects du changement climatique. Depuis quelque temps, vous le savez, on a traversé la période de réforme territoriale avec l'élargissement de la région. La Nouvelle-Aquitaine, maintenant, grande comme l'Autriche, grande comme le Portugal, on change complètement d'échelle. On est une région qui constitue un territoire qui est celui d'un pays d'Europe. Donc c'est énorme. Donc ce comité scientifique a été pérennisé. Il s'appelle Acclimatera, vous voyez le logo et le nom en bas à droite. Donc si j'oublie de le dire tout à l'heure, je le dis dès maintenant, il y a un site internet dédié à ce comité Acclimatera, site internet sur lequel vous pouvez trouver beaucoup d'informations. Donc Hervé Le Treut a accepté de présider toujours ce comité. On était en réunion il n'y a pas longtemps encore ensemble à Bordeaux. Le comité scientifique s'est élargi à plus de 20 experts parce qu'il a fallu intégrer des collègues des régions Poitou-Charentes et Limousin. Et puis on a pensé à intégrer des experts dans d'autres disciplines qu'on n'avait pas pu regrouper auparavant. Donc notre comité scientifique, qui réunit maintenant quasiment 250 contributeurs, notre comité scientifique, avec ses 20 coordonnateurs, ses 20 experts, est un comité pluridisciplinaire avec des spécialistes de droit de l'environnement, des spécialistes de l'histoire, un climatologue, des sociologues, des biologistes. Donc c'est un comité très, 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 très large. Alors, les objectifs pour la période 2015-2017, vous le voyez sur la diapo. Donc, c'est poursuivre l'état des lieux des connaissances scientifiques en intégrant ce qui a été fait au niveau de la région Poitou-Charentes et puis de la région Limousin. On continue à assurer une veille scientifique des thématiques abordées parce que les choses changent. Vous reconnaissez au niveau de la deuxième ligne une photo du moustique tigre. Il y a des choses qui vont changer de façon drastique et auxquelles il faudra s'habituer, s'adapter. Et puis on est là aussi, comme l'a dit Hervé, on est là pour communiquer. C'est vrai qu'on sort un peu de notre domaine de travail parce qu'on a tendance à être très pris par le boulot. Il faut faire tourner les modèles, il faut publier, il faut enseigner à nos étudiants. Mais notre travail aussi, c'est de diffuser, de communiquer auprès des acteurs du territoire. Et cette manifestation est l'occasion de faire ça. Sachant qu'on a déjà sur Pau réalisé 2 événements dans le cadre de ce comité. Cette année, au mois de mai, on est venu, mais ça s'est déroulé sur le campus de l'Université de Pau, on est venu, c'était dans le cadre de la semaine du changement climatique, on est venu présenter à toutes les personnes qu'on avait invitées dans notre large carnet d'adresses, on est venu présenter les effets du changement climatique. Donc vous découvrez ici les différentes compétences qui sont traitées dans le travail qu'on est en train de faire. Donc on est en train concrètement de rédiger le 2e tome qui suivra celui-ci, et dont la publication est prévue pour fin 2007 dans l'idéal. Donc vous voyez qu'il y a différentes thématiques abordées, pêche et conquiliculture, agriculture, biodiversité, forêt. On a intégré des sujets qui étaient orphelins jusqu'à présent, la mémoire des risques avec notre collègue historien, l'énergie, la transition énergétique parce que c'est important, la ville qui avait mal été ou insuffisamment traitée dans une version précédente, et pourtant c'est là que se concentre la majorité de nos sociétés maintenant, et ça ne va pas s'arranger.
On a identifié aussi des hotspots, des points chauds, des points sensibles, l'interface entre la terre et la mer, les zones humides. Et puis notre Nouvelle-Aquitaine, notre région, avec ses 720 km de littoral, est typiquement placée en tête des régions de France pour son interface entre la terre et le littoral. Donc moi je suis ici surtout pour parler de ce que j'ai fait dans le cadre de ce travail sur les effets de changement climatique. Le livre fait quand même, vous voyez, fait quand même 363 pages et c'est un gros document. Donc moi j'avais traité la partie montagne et c'est ce que je continue à faire d'ailleurs dans la version actuelle. Et comme je le disais, c'est un travail collectif. Sur la gauche, vous voyez toutes les personnes qui ont contribué et dans la nouvelle mouture qu'on est en train de préparer, il y aura encore plus de monde. Toujours pour parler de ce travail sur la montagne. Comme on est à Pau, on est au pied de nos montagnes Pyrénées, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc on est bien placé pour parler de la vallée d'Ossau, de la vallée d'Aspe, du Barrétous et des montagnes basques. Donc tous les logos que vous voyez sur la droite sont les partenaires, les scientifiques et autres agences qui ont participé à ce travail. Donc voilà, cette diapo pour rappeler aussi qui je suis et puis et vous le savez, pour indiquer en rouge le territoire de la montagne en Aquitaine. Alors voilà, je rentre dans le vif du sujet. Et là, on est vraiment sur nos terres avec l'Ossau. Et c'est l'occasion de lever le voile un peu sur quelques changements qui nous attendent. Alors, vous connaissez l'Ossau, hein, on le voit d'ici. Aujourd'hui, si vous vous baladez à 2000 mètres, vous allez rencontrer une certaine température qui change tous les jours, hein, on est d'accord. Mais si on part sur une réponse simple, arithmétique, linéaire, ce qui n'est pas le cas, parce que les processus ne sont pas linéaires, ils ne changent pas sous forme d'une droite. Mais si on fait un petit calcul simple, dans une hypothèse de hausse de température de plus 2,2, j'ai rajouté le 0,2 pour la simplicité des calculs. Vous regarderez, vous calculerez. Voilà l'altitude qu'on trouve aujourd'hui à 2000 mètres, voilà où on risque de la trouver en moyenne dans quelques décennies, donc 400 mètres plus haut. Et puis dans une hypothèse de hausse des températures, au cas où l'accord de Paris, bien que contraignant, et Hervé a rappelé un peu les enjeux et la réalité, si ces 2 degrés sont dépassés et qu'on est dans un scénario grave à plus 4 degrés, voilà la température. En haut de l'Ossau, on trouvera la température qu'on a actuellement au pied de l'Ossau, pour simplifier. Et c'est pas rien. Alors, là, je vois que beaucoup de diapos apparaissent mal. C'est pas grave. Quand on change oui, tout le texte a disparu. C'est pas grave. Je vais gérer. On a l'habitude. Vous savez, quand on est devant les étudiants en longueur de journée, ça ne se passe jamais comme prévu. Bon, ça va me permettre aussi d'aller beaucoup plus vite. Sur cette diapo, le texte, ça tombe bien. Il y en a moins. Vous allez vous concentrer sur les petits carrés ici qui sont des dominos. Donc, moi, j'aime bien dire que le changement climatique, il va avoir des effets en cascade, un peu comme dans un jeu de dominos. Et la montagne, comme quand on est en montagne, on est en haut. Et quand on pousse le premier domino, ça s'effondre jusqu'en bas. Et jusqu'en bas, c'est ici pour nous, quand on suit le Gave d'Ossau jusqu'à l'estuaire de la Dour, voilà, c'est la côte basque, c'est l'océan. Donc ces effets en cascade, depuis la fonte des neiges jusqu'à l'océan, ils sont nombreux. Alors, on a quelques éléments déjà concrets d'effets de changement climatique. Par exemple, on sait que l'optimum de croissance des arbres, des essences qui caractérisent nos forêts de montagne, par exemple le hêtre, qui est commun à l'étage montagnard, en vallée d'Ossau, vous reconnaissez toujours l'Ossau et puis le pic Lavigne à gauche, au-dessus de la flèche rouge. Eh bien, cette élévation de l'optimum de croissance du hêtre, en 3 décennies, elle a été de 34 mètres. Donc voilà, les arbres ont leur optimum de croissance de plus en plus haut, ce qui fait que comme ils s'élèvent de plus en plus en altitude, ils sont remplacés en bas par des essences qui préfèrent des températures plus chaudes, et on va peut-être petit à petit avoir de la chaînée au sens large qui va remplacer la hêtraie. Un exemple classique aussi, c'est les migrations. Et les migrations de
d'oiseaux qui sont bien documentés avec des travaux sur le col d'Orgambidesca au Pays Basque et puis d'autres cols annexes. Ça fait 30 ans qu'il y a des suivis qui montrent que beaucoup d'espèces d'oiseaux passent beaucoup plus tôt. Et tout en n'occultant pas le fait que certaines espèces en moyenne passent plus tard ou que d'autres n'ont pas changé leur date de déplacement. Alors, je vais concentrer l'exposé sur l'adaptation des êtres vivants dans nos montagnes. Donc, vous reconnaissez les crêtes frontières en haute vallée d'Osso avec le Balaïtous au fond. Donc ça, la photo, je l'ai prise un jour quand j'étais sur les crêtes à Canaourouille. C'était un été où il n'y avait pas moyen d'avoir le soleil. Il fallait aller juste sur les crêtes frontières pour avoir le soleil. Et, bon. Donc quand on est un être vivant, animal ou végétal, que faire face à ce changement climatique? Surtout qu'en montagne, nous, sur notre territoire aquitain, sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques, on est fortement limité parce que l'altitude maximale, c'est 3000 mètres pour arrondir. Le Balaïtous, il est administrativement pas sur notre territoire. Donc il faut s'arrêter au Pic Palace. Et voilà, il n'y a pas de montagne au-dessus. Donc le changement climatique, vous l'avez compris, entraîne les espèces, les températures, les isothermes à être de plus en plus hauts. Les espèces de montagne sont très très spécialisées. Sur la droite, vous avez respectivement une petite bête qui est une mouche des neiges, je vais la remontrer tout à l'heure. Vous avez une plante en coussinet qui est le silène à col. Et puis vous avez un triton de nos rivières qui est le procte des Pyrénées. Donc 3 solutions quand on est un être vivant. Soit on a les moyens, génétiquement parlant, de s'adapter sur place. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Soit il faut suivre à la trace le changement climatique. Ça veut dire que les espèces, surtout celles qui peuvent se déplacer, ces espèces vont devoir monter de plus en plus haut. Mais monter de plus en plus haut, ça a une limite. C'est comme un escalator. Quand vous êtes en bout de l'escalator, ça ne monte pas plus haut parce qu'il n'y a pas plus haut. Et ça va être pareil pour les espèces. Ou alors, il faut le dire comme ça, il y a un risque pour certaines espèces de s'éteindre. On parle d'extinction locale. Scientifiquement, on parle d'extirpation. Voilà, donc localement, certaines espèces vont disparaître. Et on est dans ce grand constat qui est la perte de la biodiversité. Vous allez me dire, ça peut être l'objet d'une question aussi, mais à quoi ça sert de s'intéresser à la perte de biodiversité? Et une partie de la réponse, c'est que la biodiversité contribue à ce qu'on appelle les services écologiques, les services écosystémiques, et que ces services, ça constitue, ils relèvent de tous les bénéfices que nous tirons, nous, société humaine, du bon fonctionnement de la nature. Alors, en quelques diapos, des photos que j'ai prises au fur et à mesure de mes déambulations en montagne, et au cours des saisons, on va évoquer quelques espèces sensibles qui concernent notre territoire. Donc, pendant les chaleurs d'été, et là vous reconnaissez les dessus de Gourette, la photo a été prise derrière le col d'Aubisque, différentes espèces végétales qui vont être concernées par ce changement climatique. Donc je ne vais pas citer les espèces, c'est pas grave. Différentes espèces d'insectes. Celle-ci a la particularité, alors normalement c'est une flèche toute simple, hein. Là il y a un joli carré qui apparaît, c'est pas grave. Vous voyez sous le triangle, ce sont les ailes de ce criquet, qui est un criquet de montagne. En montagne, il y a beaucoup de vent. Les criquets n'ont pas d'ailes ou des ailes très réduites. On parle d'espèces microptères ou aptères. Et donc, ces espèces qui sont très vulnérables du fait qu'elles n'ont pas de moyens de se déplacer parce que le déplacement leur pose problème, risque de les emporter loin, ces espèces sont très, très, très sensibles, très vulnérables. Pour les papillons, et en bas à droite, vous reconnaissez l'Apollon, un des papillons emblématiques des montagnes. Il y a des différents travaux de modélisation qui indiquent que sous des hypothèses de changement climatique de plus 2 degrés ou de plus 4 degrés, les conséquences ne seront pas les mêmes. Et tout à fait en bas à droite, à plus 4,1 degrés, eh bien, concrètement, les projections établissent que d'ici 2050 ou 2080, l'Apollon aura disparu de notre territoire ici. Un lézard de montagne, alors je ne sais pas si vous le connaissez, ça ressemble à un lézard gris, mais c'est un lézard de montagne qu'on ne trouve qu'en montagne. C'est un lézard pyrénéen, c'est un Ibero-Lacerta.
maintenant appelé Podarcis bonali, le lézard de Bonal. Et sa limite à l'ouest de sa distribution dans les Pyrénées, c'est la vallée d'Ossau. Et cette espèce, on sait qu'elle va être très très concernée par le changement climatique, parce que c'est une espèce qui ne vit que dans les pierriers de haute montagne, au-dessus de 2000-2200 mètres. Donc il lui reste que même pas moins de 800 mètres de marge de manœuvre, on va dire, pratiquement 600 mètres. Et ces schémas en bas à droite sont un peu techniques, mais ce sont les hypothèses que l'on fait. On sait que les lézards, contrairement à ce que tout le monde croit, les lézards dans la température dépendent de l'air extérieur, de la température extérieure. En fait, ces lézards peuvent changer de place, heureusement, et puis se mettre au soleil s'ils ont besoin de se chauffer, et puis se mettre à l'ombre sous les pierres s'ils ont besoin de refroidir un peu. Et donc, on sait que ces lézards ont une gamme de températures, ici en bleu foncé, à laquelle les lézards sont actifs et peuvent s'alimenter, se reproduire. En rouge, c'est une température trop élevée, et en bleu clair, c'est une température trop froide. Les courbes rouges et bleues sont les courbes de température mini et maxi au cours de la journée, entre minuit et minuit le lendemain. Et donc, ces courbes, que ce soit les courbes de température mini ou les courbes de température maxi, ces courbes vont s'élever. Et ce qui fait que la petite zone en vert, qui est la zone de prédilection de ces lézards, va s'amenuiser. Alors ça, c'est un travail qu'on fait concrètement avec des collègues de l'Université de Santa Cruz en Californie. Notre territoire est super intéressant. Il y a des collègues qui viennent de Californie et de l'Université de l'Ohio travailler sur cette espèce ici. Et c'est un travail qu'on a en collaboration depuis quelques années. Alors, pendant l'hiver, on est en hiver, et vous voyez la température qu'il fait, on est en chemise. Voilà, la photo prise sur le plateau de Bius de Sus avec le paradis et la Castero que vous reconnaissez. Voilà. Et puis cette petite bête ici, qui est une mouche des neiges, dont on ne connaît pratiquement rien, qui est endémique des Pyrénées, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Voilà. Elle est certainement amenée à disparaître, mais qui s'en soucie, vous allez me dire. Alors, sur cette photo, qui ne ressort absolument pas, c'était une évocation des changements qui vont survenir sur le manteau neigeux. Alors pour faire court, parce que l'information n'apparaît pas, on sait que la tranche altitudinale entre 1500 et 1900 mètres sera la plus concernée par le changement climatique, avec une baisse de l'enneigement attendue d'ici à 2050-2080 de l'ordre de 20%. Chaque fois qu'on gagne 1 degré, on perd en gros 20 jours d'enneigement et on perd en gros 20% d'épaisseur de neige. Sur cette diapo ici, vous avez les différents... Donc ça, c'est une photo, ce sont des illustrations qui ont été prises sur le site de Météo France. Vous avez l'enneigement des Pyrénées pendant les hivers, depuis 2007-2008 jusqu'à en haut à droite 2015-2016. Alors, on ne va pas les commenter en détail, mais certains hivers sont particulièrement... Attention, je passe. Vous le savez, l'hiver 2007-2008, ici en rouge, était un hiver avec un déficit de neige. 2010-2011 était un hiver avec un déficit de neige. Si vous voulez, pour comprendre ces graphiques, ce petit point, cette courbe en entièreté, c'est la moyenne établie sur une trentaine d'années. Et donc quand on est en dessous, on a un hiver avec un déficit, et puis quand on est au-dessus, comme en 2012-2013, on a un hiver avec un excédent de neige, et c'est le cas aussi, ça a été le cas ici en 2014-2015. Donc vous voyez que depuis 2007-2008, on a eu 2 hivers avec des excédents, 2 hivers avec des gros déficits, et puis des hivers dans les normes, mais avec quand même des grosses variations. Et puis le fait de communiquer en disant c'est un hiver avec un excédent de neige, oui, un excédent à certaines périodes, mais pas tout le temps. Donc tout ceci pour indiquer qu'il y a une grande variabilité, que cette variabilité va affecter différentes espèces, comme les oiseaux de montagne, la nivrole en haut à gauche, le lagopède des neiges en bas à gauche. Et puis qu'est-ce qui va se passer au printemps avec la fonte des neiges? Eh bien, nos petits cours d'eau, ici c'est un petit cours d'eau dans le cercle d'Aneo, avec l'élévation des températures, on risque de voir des phénomènes d'eutrophisation, de développement algal, avec des espèces emblématiques comme le procte des Pyrénées, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui risque de disparaître aussi. Et puis une espèce emblématique ici, le rat trompette, le desman. Alors lui, il a de la chance, entre guillemets, parce qu'on l'a beaucoup étudié.
avec des collègues de l'Université de Toulouse, des collègues de l'Université de Liège et de Montpellier, qui sont des généticiens. On a travaillé sur le décement. Alors la photo du décement sur le gant jaune, c'est la photo de mon collègue Jorge González Esteban en guipuscoa, côté basque espagnol. Puis les 3 petites photos sont des photos que j'ai prises moi-même dans un petit lac en vallée d'Osso. Mais ce décement a été beaucoup étudié. Et on sait que son déclin est très marqué. Vous voyez que sur cette carte, en haut sur la carte des Pyrénées, donc c'est les Pyrénées françaises. Voilà, il y a différentes couleurs pour la période 1985-1992. Et puis, quand on compare à la période 2011-2013, on a la chance d'avoir des données historiques. Et puis, on a fait tout un travail ces dernières années sur le décement. Et plus c'est rouge, et plus c'est mauvais signe pour le décement. Vous voyez que les rivières pyrénéennes côté français, qui étaient favorables dans ces tranches altitudinales ici, sont devenues défavorables. Et on a les chiffres, on a les éléments qui matérialisent ce déclin généralisé des décements dans les Pyrénées. Mais là, j'insiste sur une nuance, c'est que ce déclin n'est pas complètement lié au changement climatique. Et c'est aussi un message qu'on veut faire passer. Le changement climatique, certes, est à l'œuvre, mais tout ne relève pas du changement climatique. Il y a d'autres problèmes toujours en développement et qui relèvent de ce qu'on appelle les changements globaux, incluant aussi les pollutions. Donc différents éléments concourent ici pour le décement, mais pour d'autres espèces aussi, à une perte de biodiversité. Je termine avec le saumon atlantique, une espèce qui typiquement franchit ses limites entre l'océan et la montagne. Et donc normalement il y a des chiffres et du texte aussi sur cette diapo, mais le saumon atlantique a été beaucoup étudié et est toujours beaucoup étudié par des collègues de l'INRA à Saint-Pé-sur-Nivelle. Et on sait que les saumons ne sont pas directement impactés par le changement climatique, sauf dans le pire des cas, dans le pire scénario, et que beaucoup d'éléments liés à la disparition ou à la fragilisation des populations de saumons sont liés à ces conditions de croissance en mer et bien entendu toutes les pollutions qui existent sur les milieux aquatiques. Bon, cette diapo de synthèse avec des signes cabalistiques, c'est pas grave, c'était juste pour terminer, pour lister un peu tous les problèmes qu'il y avait concernant notre territoire de montagne, caractérisé par de l'élevage, vous le savez, l'élevage traditionnel, par des activités industrielles comme l'hydroélectricité, par les activités touristiques hivernales avec la photo de gourette quand il y a de la neige, et puis juste à droite la même photo de gourette quand il n'y a pas de neige. Donc voilà, je voulais juste, j'ai terminé, je voulais juste faire ce petit balayage qui concerne notre territoire de montagne qui est sous haute surveillance.